Donc c'est un sujet de Terminal S, c'est l'exercice 2 du sujet Centre étranger juin 2019. Dans la NABAC, c'est l'exercice 2, page 44. Donc c'est Centre étranger juin 2019, l'exercice 2, mélangeant suite et intégrale. Donc on me définit une suite dans la partie A, qui est définie par ça, donc pour tout n appartenant à grand N étoile, donc n égale 0 n'existe pas ici. Première question me dit si jamais U1 vaut 0, eh bien montrer que U4 vaut moins 17. Donc si U1 vaut 0, pour calculer U4 à l'aide de cette formule, puisque là je vois que mes termes sont reliés d'un terme au suivant, eh bien je vais devoir calculer de proche en proche. Donc U2, si je veux calculer U2. Pour calculer U2, ça veut dire que U2 c'est le terme qui vient après U1, ce qui veut dire que je dois choisir dans la formule n égale 1. Ici, j'aurai donc U1 plus 1, donc U2. Ça me donne 1 plus 1 fois U1 moins 1. Si j'applique ça, ça me donne 1 plus 1, 2, U1 c'est 0, moins 1. Je me retrouve avec moins 1 comme résultat pour U2. Je veux U4, donc je continue, je calcule U3. U3, j'utilise la même formule, sauf que cette fois-ci, cette formule qui relie un terme et le précédent, eh bien, je dois l'appliquer pour U3, donc je dois l'appliquer avec le précédent. Donc si j'ai U3 ici, je dois donc utiliser U2, ce qui veut dire que n vaut 2 cette fois-ci. Donc ce qui donne 2 plus 1 fois U2 moins 1. Ce qui me donne 3 fois U2, je viens de voir qu'il était égal à moins 1. Donc 3 fois moins 1, moins 1. 3 fois moins 1, ça me fait moins 3. Moins 3, moins 1. Le résultat est moins 4. On me demandait U4, donc je continue. U4 égale. Je vais utiliser toujours cette formule ici. Si je veux calculer U4, ici je dois mettre U3, c'est-à-dire que n vaut 3. Donc ici je vais avoir 3 plus 1 fois U3 moins 1, ce qui me donne 4 fois U3, mais U3 je viens de calculer qu'il valait moins 4. Donc 4 fois moins 4, moins 1, ce qui me donne moins 16, moins 1, c'est-à-dire moins 17. C'est ce qu'on me demandait de montrer. Voilà pour la question 1. Cela nous amène à la question 2, dans laquelle on nous demande de recopier et de compléter l'algorithme pour qu'en saisissant préalablement dans U la valeur de U1, il calcule les termes de la suite UN. Alors, l'algorithme c'est pour n allant de 1 à 12, U reçoit et fin de pour. Donc le but, c'est qu'on rentre une valeur de U1 et que l'algorithme calcule les termes de U2 à U13. Alors effectivement, pour n allant de 1 à 12, ça veut dire que j'ai ici une variable qui va prendre successivement les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour chacune de ces valeurs, la boucle, tout ce qui est indiqué ici, va être effectué. Alors là, il n'y a qu'une ligne, donc il n'y a qu'un calcul qui va être effectué. Et ça va tourner en boucle et ça va être fait 12 fois. Donc comme nous, la valeur qu'on va rentrer dans l'algorithme, on nous dit que c'est U1, après 12 calculs, on se retrouvera à U13. Quoi qu'il en soit, on a juste à compléter la formule. U, c'est donc mon terme, donc c'est l'équivalent de UN plus 1 en réalité. Donc, je vais devoir utiliser ce calcul-là. Alors, la difficulté, elle n'est pas dans ici la valeur de U que je dois réutiliser, puisque ça va être relativement facile. Je prends l'ancienne valeur de U, l'ancien terme. Par contre, il faut que je choisisse ici le bon calcul. Alors, parce qu'il ne suffit pas que je mette grand N plus 1, peut-être que ça ne suffira pas.
Donc je réfléchis un petit peu et je me dis, au début, quand je vais lancer mon programme, eh bien j'aurai U1, je vais rentrer la valeur de U1. Donc ça veut dire que dans la case U, il y aura la valeur de U1. Et donc je me dis, au premier tour de boucle, la valeur qui va être calculée, ça va être U2. Donc ça veut dire qu'au premier tour de boucle, quand n va valoir 1, je vais vouloir calculer U2. Donc ça veut dire que si je veux calculer U2, ici, il faut que j'ai 2. Or, n vaut 1 actuellement. Donc pour avoir 2, il faut bien que je prenne la valeur de n à qui je rajoute 1. Donc voilà pour cet algorithme. Pour la question 3, on vous dit qu'on a effectué l'algorithme pour différentes valeurs de U1. En fait, si vous comprenez bien, la suite, elle est définie par cette formule-là, mais évidemment, suivant la valeur qu'on met pour le premier terme, qui s'appelle U1, eh bien, tous les calculs de la suite, U2, U3, U4, U5, vont être influencés par la valeur qu'on a choisie de U1. Donc, dans l'énoncé, dans la question 3, on vous dit qu'on choisit pour le premier cas une valeur de U1 qui vaut 0,7 et pour le deuxième cas, une valeur de U1 qui vaut 0,8. Donc, avec ça, je vais avoir une suite et avec ça, je vais en avoir une autre. Du coup, on vous donne les valeurs dans votre tableau. Alors, on va les mettre là. Hop. Les valeurs dans le tableau. Je me rends compte que si U1 vaut 0,7, les valeurs ici deviennent de plus en plus petites. Donc vous voyez ici on est à 113 841 326, mais dans les négatifs. Donc on semble partir vers moins l'infini ici. Donc la limite de la suite lorsque U1 est égal à 0,7 semble être moins l'infini. Alors que si U1 vaut 0,8, visiblement là les valeurs augmentent avec que des valeurs positives. Donc la suite semble tendre vers plus l'infini. Donc voilà ce qu'on va mettre. Donc on nous demande bien quelle semble être la limite. C'est donc une conjecture que nous sommes en train de faire. Donc on ne va pas le prouver, on va simplement dire ce qu'on pense. Donc question 3, la limite de la suite U lorsque n tend vers plus l'infini semble être moins l'infini lorsque U1 égale 0,7 et plus l'infini lorsque U1 égale 0,8. Donc voilà, donc je vois que finalement la limite de ma suite peut changer suivant la valeur que j'ai attribuée au premier terme. Donc voilà ce que je comprends de la partie A. Alors, dans la partie B, on va faire des calculs d'intégrale. On me demande de calculer une intégrale, de s'intéresser à une intégrale IN. Donc dans la question 1, on me dit prouver que la fonction grand F, dont j'ai remarqué l'expression ici, définie sur 0,1, alors je ne vais pas remarquer pour tout parce que ça c'est mon brouillon, hein. Donc je me permets de ne pas tout écrire. Donc grand F de x est moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x. Et il faut montrer que cette fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. Donc pour montrer que c'est une primitive de la fonction petit f, bien entendu, il est hors de question d'essayer de trouver tout seul une primitive de petit f et de voir que c'est grand F. On va plutôt dériver la fonction grand F pour voir si ça me redonne la fonction petit f. Je vous rappelle le schéma, vous avez une fonction petit f, si vous la dérivez, ça donne f', mais celle dont la dérivée vaut petit f, c'est grand F. Comme s'il y avait une relation de parenté, hein. Ça voudrait dire que f', par exemple, est la fille de la fonction f, et f est la fille de grand F. Donc du coup, je vais essayer de dériver grand F pour voir si je retombe sur petit f. Donc je réécris ma fonction grand F pour tout x appartenant à 0,1. Grand F de x
égale moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x. Lorsque je veux dériver une fonction, la première question à me poser, c'est quelle est l'opération principale? Ici, c'est la multiplication. Quand c'est une multiplication, la question que je me pose, c'est est-ce que dans chacun de mes deux facteurs, est-ce que j'ai bien la variable x? Dans ce cas-là, je suis obligé de faire la formule de u fois v. Là, j'ai bien la variable, là aussi. Donc, je fais la formule u fois v. Donc, cette fonction est bien dérivable, déjà, parce que c'est un produit de deux fonctions qui étaient dérivables, qui font partie des familles de fonctions dont on a vu qu'elles étaient dérivables dans le cours. U de x égale moins 1 moins x, v de x égale exponentielle de 1 moins x, u' de x égale, donc la dérivée de moins 1 moins x, l'opération principale c'est un moins, quand c'est un moins on le remet, on dérive, donc moins 1 la dérivée c'est 0, et x la dérivée c'est 1, donc la dérivée de moins 1 moins x c'est moins 1, et la dérivée de exponentielle de 1 moins x, dérivée d'une exponentielle, je recopie l'exponentielle, mais devant je mets la dérivée de l'exposant, dérivée de 1 moins x, l'opération principale c'est le moins, donc je dérive 1, ça donne 0, et je dérive x, ça donne 1, donc ça me donne moins 1 exponentielle de 1 moins x, que je peux aussi écrire du coup, moins exponentielle de 1 moins x. Donc, pour tout x appartenant à 0, 1, j'ai que grand f' de x. Pour l'instant, je ne sais pas si ça vaut petit f, donc il est hors de question de l'écrire petit f. Grand f' de x, ça me donne u' fois v, donc moins 1 fois exponentielle de 1 moins x, plus u fois, donc moins 1 moins x, je n'oublie pas mes parenthèses autour, pour que tout le u soit multiplié par tout le v'. Ça me donne donc moins e de 1 moins x. Et ici, je vais m'occuper de faire mes opérations. Donc là, j'ai un plus, donc je vais pouvoir retirer mes parenthèses. Donc je distribue. Moins 1 fois moins exponentielle, ça me donne donc plus exponentielle de 1 moins x. Et moins x fois moins exponentielle, ça me donne donc plus x fois exponentielle de 1 moins x. Je m'aperçois qu'ici, mes exponentielles s'annulent. Il me reste donc x exponentielle de 1 moins x. Je regarde et je vois qu'effectivement, c'est petit f. Donc, je peux conclure que c'est égal à petit f de x et que donc grand f est une primitive de petit f est une primitive de petit f sur 0,1. Voilà, alors je vous rappelle, on dit une primitive parce qu'en réalité, il y en a une infinité de primitives. Il suffirait que je rajoute ici une constante, par exemple plus 20. En dérivant grand f, le plus 20, la constante disparaîtrait de toute façon, parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, je me retrouverai encore avec petit f. Donc, j'aurai une nouvelle fonction dont la dérivée est petit f. Donc, c'est bien une primitive qu'on a trouvée. Ça n'est pas toutes les primitives. Pour la question 2, on me demande de prouver que I1 est égal à E moins 2. Donc, pour rappel, mon énoncé m'a défini IN par l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n, exponentielle de 1 moins x dx. Donc, si on me demande de calculer I1 et de montrer que ça vaut E moins 2, eh bien, je vais remplacer dans cette expression ici le n par 1 pour avoir I1. Ça va avoir pour effet ici que le n soit remplacé par 1. Donc c'est parti, I1 égale, ça donne donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 1 fois exponentielle de 1 moins x dx. X puissance 1, c'est pareil que x, donc c'est l'intégrale de 0 à 1
de x exponentielle de 1 moins x dx. Je m'aperçois que dans mon intégrale, je reconnais la fonction petit f. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de petit f de x dx. Et donc je peux faire le calcul parce que pour calculer une intégrale, eh bien si je connais une primitive, ça m'aide beaucoup puisque je vais prendre la primitive entre chacune des bornes. Hein. Et donc du coup ça me donne grand f de x. Je vais venir prendre entre 0 et 1. Alors là j'écris tous les calculs. Hein. Donc grand f de x, je le reprends par rapport à ce que j'avais trouvé avant. Moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x, pris entre 0 et 1. Je dois donc appliquer ma primitive avec les x remplacés par 1, puis avec les x remplacés par 0. Ça me donne moins 1 moins, je remplace x par 1, exponentielle de 1 moins, je remplace x par 1, moins, et je vais remplacer partout les x par 0. Donc moins 1 moins 0 exponentielle de 1 moins 0. Je me retrouve avec moins 2 exponentielle de 1 moins 1, donc exponentielle de 0, qui au passage vaut 1, exponentielle de 0. Ensuite, je vais avoir la parenthèse moins 1 moins 0, ça donne moins 1. Avec un moins devant, ça va me donner plus 1. Exponentielle de 1. Donc 1 exponentielle de 1 me donne exponentielle de 1. J'obtiens donc exponentielle 0, ça donne 1. Donc ça me donne moins 2 fois 1, donc moins 2, plus e puissance 1. Et e puissance 1 n'est autre que e. J'ai donc, je vais décaler un tout petit peu, hop. J'ai donc, si je l'écris en commutant mes termes, ça me donne e moins 2. Attention, le moins 2 n'est pas dans la puissance du e. Il est au même niveau, puisque c'est le nombre e qui vaut approximativement 2,72, à qui on retire 2. Voilà pour I1. Dans la question 3, donc, on me dit qu'on admet que IN plus 1, donc l'intégrale qui suit l'intégrale IN, donc si j'augmente ici N de 1, eh bien je peux reprendre le calcul que j'avais trouvé quand c'était N, le multiplier par N plus 1, retirer 1, et ça me donnera l'intégrale, où à la place de N, ici, j'ai N plus 1. On me demande, donc cette formule est admise, donc je n'ai pas à la démontrer. Donc je la prends telle qu'elle. On me demande de démontrer, de calculer I2. Pour calculer I2, je vais utiliser cette formule en disant que cette formule relie en fait une intégrale avec celle de l'indice suivant. Donc ça veut dire que si je connais I1, je pourrais calculer du coup l'intégrale suivante, c'est-à-dire I2. Donc si je veux calculer I2, ça veut dire qu'ici j'ai 1 plus 1, donc ça veut dire que le n dans mon expression vaut 1. Donc je vais remplacer tous les n par des 1. Donc ici, je vais avoir n plus 1. Donc ça fait 1 plus 1. In, du coup, c'est l'intégrale I1, dont je sais qu'elle vaut E-2, et je retire 1. Cela me donne 2 fois I1, qui vaut E-2, moins 1, ce qui me donne 2e, 2 fois moins 2, moins 4, et le moins 1 qui traînait derrière. J'obtiens donc 2e moins 5. Toujours pareil, attention, mon moins 5 n'est pas dans la puissance du e, c'est un calcul à côté. C'est une soustraction entre 2e et 5. Voilà pour la valeur exacte de I2. Dans la question 4a, on me demande de démontrer que pour tout x de l'intervalle 0,1 et pour tout n appartenant à n étoiles, j'ai cette relation qui est vraie, cette inégalité. Pour démontrer une inégalité dans ce type d'exercice, lorsque beaucoup de choses se ressemblent, eh bien ce que je me dis, c'est que s'il y a une inégalité et pas une égalité, c'est que le fait que l'un est plus grand que l'autre doit être lié au fait
de la différence qu'ils ont l'un avec l'autre. La différence que j'observe dans les écritures, x puissance n se retrouve dans les deux, l'exponentielle aussi, c'est au niveau de l'exposant présent dans l'exponentielle. Ici, il vaut 1 moins x, alors qu'ici, il vaut 1. Si je ne le vois pas, c'est qu'il vaut 1. Donc je me dis que pour reconstruire une telle inégalité, je vais partir des exposants qui sont différents et que je vais commencer par ordonner. Je me dis que tout le reste, je pourrais le reconstruire par des opérations ou des applications de fonctions. Je me lance. Donc, 1 moins x, comment est-ce que c'est par rapport à 1? Je vais me servir du fait que x est entre 0 et 1. Donc, x est compris entre 0 et 1. Et maintenant, je vais reconstruire d'abord 1 moins x. Donc, si je multiplie tous mes membres par moins 1, j'obtiens moins 0, donc 0. Je change les sens parce que je multiplie par un nombre négatif. Moins x et moins 1. Donc, maintenant, je rajoute 1 pour avoir 1 moins x. Je rajoute 1 dans tous les membres. Quand je rajoute un nombre, ça ne change pas l'essence des inégalités. Donc, je me retrouve avec cela, 1 moins 1 me donnant 0. J'ai donc 1 moins x est entre 1 et 0. Donc, c'est plutôt pas mal pour l'instant parce que regardez, j'ai donc comparé 1 moins x à 1. C'est ce que je souhaitais faire. Donc maintenant, je vais pouvoir reconstruire, je vais appliquer l'exponentielle. Donc, exponentielle de 1 est plus grand que exponentielle de 1 moins x qui est plus grand que exponentielle de 0. Alors, ici, lorsque j'ai reconstruit, j'ai appliqué la fonction exponentielle. Donc, ce qui me dit que j'ai gardé le même sens, c'est parce que j'ai appliqué une fonction croissante. Dans une fonction croissante, quand je prends un nombre plus petit qu'un autre, son image est plus petite que l'image de l'autre. Donc ça, c'est car exponentielle, la fonction, est strictement croissante sur R. Alors en réalité, puisque j'ai appliqué à des nombres plus grands que 0, j'aurais pu dire qu'elle était strictement croissante sur R+. Ça aurait suffi pour mon exercice, mais ça n'est pas faux de dire qu'elle est strictement croissante sur R. Et donc, voilà. Donc, je me retrouve avec l'exponentielle de 1 qui est ici, l'exponentielle de 1 moins x qui est ici, et donc je me rends compte que, eh bien, maintenant, je voudrais le x puissance n. Alors, x puissance n, je vais multiplier par x puissance n. Alors, il faut que je fasse très très attention lorsque je multiplie par des x puissance quelque chose, puisque lorsque je multiplie par un nombre, si jamais il est positif, eh bien, je conserve le même sens, et s'il est négatif, je change de sens. Ici, x puissance n, donc le n, je ne sais pas ce qu'il vaut, c'est un entier naturel, donc s'il est pair, pas de problème, ça me donnera par exemple x au carré, ou x puissance 4, ou x puissance 6, donc un résultat toujours positif de toute façon. Et s'il est impair, je me pose la question, s'il est impair, de toute façon ce sera quand même positif, puisque le nombre x que je mets dedans, il est entre 0 et 1, donc c'est un nombre positif. Donc un nombre positif, peu importe la puissance ici, le résultat sera positif. Alors je fais attention quand même, éventuellement le résultat pourrait être égal à 0 si x valait 0. Mais comme de toute façon je suis avec des égalités possibles, si ça vaut 0 et que je multiplie par x puissance n, tout le monde sera égal à 0, et donc ce sera vrai. 0 serait égal, supérieur ou égal à 0, qui serait supérieur ou égal à 0, puisque les trois seraient égaux. Du coup, j'applique mon petit calcul. Donc, j'ai x puissance n fois e puissance 1, qui est donc plus grand, je ne change pas les sens pour les raisons que je viens d'évoquer. X puissance n exponentielle 1 moins x, hop, et x puissance n fois e puissance 0 qui valait 1, donc je peux laisser x puissance n, donc ça je vais dire car x appartient à 0,1, donc
x était supérieur ou égal à 0. J'obtiens donc que, ici, cette partie-là, c'est exactement ce que je voulais ici. Donc j'ai que x puissance n fois e est plus grand que x puissance n fois e puissance 1 moins x est plus grand que. Et là, je m'aperçois que x puissance n, je viens de dire que c'était un nombre positif. Donc il est supérieur ou égal à 0. Donc ici, je peux directement dire qu'on est bien supérieur ou égal à 0 puisqu'on était supérieur ou égal à x puissance n. Dans la question suivante, la question B, je dois démontrer que l'intégrale, ou justifier que l'intégrale de x puissance n fois e dx est égale à e sur n plus 1. Donc, je vais faire mon calcul. Pour faire mon calcul, alors ici, je vais pouvoir faire le calcul de l'intégrale directement, puisque cette fonction-là n'est pas très compliquée à primitiver. Elle a l'air au début compliquée, parce qu'on voit le e de l'exponentielle, mais en réalité, regardez, dans l'exposant, il n'y a pas la variable, ce qui veut dire que je le prends comme une constante. Donc, je peux tout à fait voir ça comme e fois x puissance n. Dans ce cas-là, ma primitive, ce sera primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça, c'est à connaître, mais sinon, ça se retrouve facilement, fois e, que je vais prendre entre 0 et 1. Je fais mon calcul en remplaçant x par 1 puissance n plus 1 sur n plus 1, fois e, moins, je remplace mes x par des 0, 0 puissance n plus 1 sur n plus 1, fois e. 1 puissance n plus 1, 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Sur n plus 1 fois e, moins 0 puissance n plus 1, ça me donne 0. Donc 0 sur n plus 1 fois e. 0 sur n plus 1 fois e vaut de toute façon 0. Je me retrouve donc avec 1 sur n plus 1 fois e. Je peux donc multiplier 1 avec e, ce qui me donne e sur n plus 1. J'ai donc démontré que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n e dx valait bien e sur n plus 1. C'est ce qu'on me demandait. Alors, je commence à avoir plein de choses écrites sur mon tableau. C'est pas très grave, il y a beaucoup d'informations dans cet exercice. On me demande de montrer que pour tout n appartenant à grand N étoile, j'ai l'intégrale in, donc c'est celle-là, qui est plus petite que e sur n plus 1. Alors, quand on me demande de travailler sur des inégalités avec des intégrales, ce qui est assez fréquent, la technique que je vous conseille pour vous en sortir, c'est de commencer par traduire l'intégrale par ce qu'elle vaut. Donc, en réalité, ce qu'on vous demande de démontrer, c'est que l'intégrale de 0 à 1, donc vous voyez, je recopie simplement la définition de in, de x puissance n, e puissance 1 moins x dx, est comprise entre 0 et e sur n plus 1. Donc, quand on vous demande de démontrer ça, il faut observer. On observe qu'ici, on a une intégrale dans une inégalité, et qu'ici, on a e sur n plus 1, qui est un résultat qu'on a déjà vu ailleurs, puisqu'on a déjà vu ici. Donc, e sur n plus 1, on sait que c'est l'intégrale de x puissance n fois e dx. Donc, en fait, pour démontrer que cette intégrale est plus petite que ça, il suffit que j'arrive à démontrer que l'intégrale est plus petite que celle-là. X puissance n e dx. Or, là, je me rends compte qu'à l'intérieur de mes intégrales, eh bien, je me retrouve avec exactement ce que j'avais dans mon inégalité ici, qui était l'inégalité de la question 4a. Donc, je me dis que finalement, si je repars de l'inégalité de la question 4a et que j'utilise la propriété de croissance de l'intégrale, c'est-à-dire que je peux intégrer les trois fonctions sur un même intervalle, l'ordre sera conservé. Eh bien, je vais avoir refabriqué ça, et donc cette dernière ligne-là. Donc, me vient l'idée de partir de la question 4a, de cette inégalité
présente ici. Donc c'est parti. J'ai 0 qui est plus petit que x puissance n e de 1 moins x, qui est plus petit que x puissance n fois e. Je vais utiliser donc la propriété de croissance de l'intégrale. Ça veut dire que je peux intégrer chaque membre de mon inégalité, chaque fonction, sur l'intervalle sur lequel elles étaient rangées dans cet ordre, donc sur l'intervalle 0, 1. Donc intégrale de 0 à 1 de 0 dx, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n fois e dx. Ici, du coup, je me retrouve avec ce que je voulais, c'est-à-dire in. À droite, ici, je me retrouve avec la question précédente, l'intégrale de la question précédente, donc e sur n plus 1. Et de l'autre côté, je me retrouve, alors je vais effacer ici parce qu'on commence à plus y voir grand-chose, je me retrouve dans le membre de gauche, je me retrouve à intégrer la fonction qui vaut 0. Alors, soit vous vous rendez compte que, en fait, une intégrale, à la base, c'est une aire située sous une courbe, et donc que si ma fonction est nulle, ça veut dire que ma courbe, elle est collée à l'axe des abscisses, et que du coup, il n'y a pas d'aire en dessous, donc que l'aire vaut 0. Soit, sinon, vous pouvez chercher une primitive de 0. Qu'est-ce qui, quand je le dérive, donne 0 ? Eh bien, vous avez le choix, soit vous prenez 2, soit vous prenez 3, soit vous prenez 4, 5, 6 ou moins 20. Bref, vous prenez une constante. Vous pouvez même prendre 0 au passage. Et donc, ça va vous donner l'intégrale d'une constante. Et vous faites vos calculs, vous arriverez à 0. Donc voilà pour cette question. Pour la question D. Pour la question D, on me demande maintenant la limite de IN. Alors, c'est une question D, donc ça veut dire qu'il y a une question C avant. Pour calculer la limite de IN, je me rends compte qu'en fait, on m'avait demandé de démontrer cette inégalité ici. Donc, pour trouver la limite de IN, ça me fait fortement penser au théorème des gendarmes, puisque je vois que ma suite IN, mon terme général, il est coincé entre 0, donc qui est fixe, il vaut 0, et E sur n plus 1, qui est une suite qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je vais calculer la limite ici pour vérifier. Donc, la limite de E sur n plus 1. Alors, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour cette limite. Elle est assez simple à calculer. E, c'est le nombre qui vaut à peu près 2,72, qui est divisé par n plus 1, qui est un nombre qui va tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc j'ai une constante divisée par un nombre qui tend vers plus l'infini. Le tout tend donc vers 0. Voilà. Donc or, pour tout n appartenant à grand N étoile, vous avez IN qui est coincé entre 0 et E sur n plus 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on veut voir le nom. D'après le théorème des gendarmes, d'accord, on appelle le théorème des gendarmes, j'ai une suite qui est coincée entre deux autres suites. C'est comme si là j'avais un voleur et un gendarme de chaque côté. Si les gendarmes tendent vers un même nombre, le voleur tend aussi vers le même nombre. Si les gendarmes vont à la gendarmerie, le voleur qui est situé entre les gendarmes finit à la gendarmerie aussi. Donc, les deux ici de chaque côté tendent vers 0, donc l'intégrale aussi. Donc, la limite de IN, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0 également. Alors, ça vous amène à la partie C. Dans la partie C, on considère une nouvelle notation qui est la notation factorielle. Par exemple, factoriel 1, c'est 1, on vous dit, alors on ne vous a pas parlé du mot factoriel dans l'énoncé, puisque finalement vous n'avez pas besoin
de le lire, hein, ce symbole. Mais bon, ça se dit factoriel. Donc factoriel 2, c'est 2 fois 1. Factoriel 3, 3 fois 2 fois 1. Donc en fait, factoriel d'un entier naturel, c'est cet entier naturel multiplié par tous ceux qui étaient plus petits que lui. Tous les entiers naturels non nuls plus petits que lui. Par exemple, 7, factoriel 7, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, parce que les entiers naturels non nuls en dessous de 7, c'était 6 fois 5 fois 4 fois... Pardon, c'était 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On vous fait également remarquer dans l'énoncé que lorsque vous écrivez par exemple factoriel 8, eh bien ça fait 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, mais qu'en fait 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, vous pouvez le reconnaître ici, donc c'est factoriel 7. C'est-à-dire que quand je prends le factoriel d'un entier naturel non nul, si je le multiplie par l'entier suivant, en fait ça me donne mon entier suivant factoriel. Par exemple, si je prends factoriel 3, 3 fois 2 fois 1, si je multiplie par 4, finalement je vais avoir 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça me donnera factoriel 4. Donc, sachant tout ça, je dois démontrer une formule par récurrence, qui est celle-là. Je vais montrer par récurrence que la propriété Pn, donc qui s'écrit Un égale factoriel n fois U1 moins E plus 2 plus In, cette propriété est vraie pour tout n appartenant à grand N. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une infinité de propriétés. Il y a la propriété P1, qui va être que U1 vaut ça avec des n qui valent 1. Il y a la propriété P2, P3, P4, P5, P6, etc. Donc je vais commencer par vérifier l'initialisation, c'est-à-dire que la toute première propriété, donc ici, puisque n appartient à n étoile, la toute première, elle s'appelle P1, c'est pas P0, c'est donc P1. Je vais vérifier qu'elle est vraie. Donc cette propriété P1, il faudrait que U1, je peux me la marquer rapidement au brouillon ici, il faudrait que U1 soit égal à factoriel 1 fois U1 moins E plus 2 plus I1. Donc tous les n ont été remplacés par des 1. Donc la question c'est est-ce que cette égalité est vraie? Alors au départ je me dis je vais peut-être calculer, trouver dans l'énoncé ce que vaut U1 et puis je vais faire ce calcul et puis je vais voir si ça donne la même chose. Le problème c'est que U1 je ne l'ai nulle part, donc la réponse vient d'ailleurs. Donc en fait mon but ça va être de faire ce calcul là et en simplifiant les choses, de retomber sur U1. Donc, puisque je vois que j'ai U1 ici, peut-être que tout le reste autour va se simplifier et que du coup, je retomberai sur U1. Donc, voilà mon idée. Donc, je calcule factoriel 1 fois U1 moins E plus 2 plus I1. Dans un premier temps, je ne dis pas que ça vaut U1, puisque je ne le sais pas encore. Donc, je fais mes calculs. Je me retrouve avec factoriel 1. Factoriel 1, on m'a dit que c'était 1. Donc ça fait une fois U1. U1, je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans la partie 1, le U1, on lui donnait des valeurs différentes à chaque fois. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moins E plus 2 plus... Et donc, j'ai I1. Et I1, si je me souviens bien de la partie B, I1, on m'avait demandé de montrer que ça valait E moins 2. Donc je le remplace par la valeur que j'avais dans la partie 1. Partie 1, on m'avait dit I1, c'est E moins 2. Ça me donne donc une fois quelque chose, ça me donne le quelque chose. Donc je me retrouve avec U1 moins E plus 2. Plus E, moins 2. Moins E plus E, ça donne 0. 2 moins 2, ça donne 0. Il me reste donc U1. J'ai donc bien prouvé que factoriel 1 fois U1 moins E plus 2 valait U1. J'ai donc vérifié que cette propriété était vraie si elle valait 1. Donc, P1 est vraie, cette propriété. Je viens de vérifier qu'elle était vraie, ce qui vient clôturer mon initialisation. Je passe donc à l'hérédité. L'hérédité, le principe, c'est comme un caractère sur un gène, c'est de savoir si la propriété se transmet de génération en génération, c'est-à-dire, je vais supposer que la propriété Pn, je sais qu'elle est vraie pour un entier n
que je choisis complètement au hasard. Et donc, je veux prouver que dans ce cas-là, eh bien, la propriété est vraie pour l'entier naturel suivant. Donc, ça voudra dire que la propriété se transmet de génération en génération. Donc, j'ai pris un entier naturel non nul, parce que je n'ai pas droit à n égale 0, quelconque. Ça veut dire que j'aurais pu choisir n'importe lequel. Je suppose que pour cet entier naturel-là, la propriété Pn est vraie. Je dois montrer qu'alors, la propriété qui est juste après, la suivante, c'est-à-dire pour n plus 1, pour l'entier suivant, est encore vraie. Alors, je les ai remarqués ici, ça on peut le faire simplement au brouillon si on veut, pour juste savoir déjà d'où je devais partir, ce que je considérais comme pouvant être utilisé dans ma démonstration, donc c'est Pn, et ce à quoi je voulais arriver à la fin, c'est-à-dire Pn plus 1. Au passage, quand vous écrivez factoriel n, si vous voulez faire pour le nombre suivant, pour l'entier suivant, c'est donc l'entier n plus 1, donc le factoriel dans la notation doit avoir des parenthèses pour ne pas confondre avec n plus 1 factoriel, où ça me donnerait 1, et que du coup mon résultat serait n plus 1. Ici, factoriel n plus 1, c'est le nombre n plus 1 multiplié par tous les entiers qui lui sont inférieurs, qui sont non nuls. Donc ça serait le nombre n plus 1 que je dois multiplier par n, puis par celui d'avant, c'est-à-dire n moins 1, puis par n moins 2, et je devrais continuer ainsi jusqu'à trouver 1. Voilà pour ça. Donc ici, au passage, je remarque que factoriel n plus 1, eh bien c'est n plus 1 multiplié par, ici, je peux repérer que c'est n fois tous les entiers naturels qui lui sont inférieurs. Donc en fait, ça c'est factoriel n. Donc si j'arrive à un moment dans mon calcul à n plus 1 fois factoriel n, je pourrais dire que c'est finalement factoriel n plus 1. Donc ça, je me le note quelque part, il est fort possible que je m'en serve, que factoriel n plus 1, c'est en fait n plus 1 multiplié par tous les entiers plus petits que lui, donc les entiers plus petits que lui démarrant à n, donc fois factoriel n. Allez, on se lance dans les calculs. Donc, ici, on me rappelle les formules pour mes suites dans la question. On me rappelle, on me dit que un plus 1, je ne dois pas oublier que c'est n plus 1 fois un moins 1 et que in plus 1, c'est exactement la même relation, n plus 1 fois in moins 1. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais partir comme on essaye souvent de la propriété de l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai faite, c'est que cette égalité était vraie pour le n que j'ai choisi au départ. Donc je me retrouve avec factoriel n fois u1 moins e plus 2 plus in. Mon but, ça va être de refabriquer un plus 1. Donc je vais travailler avec des implications. Donc si un vaut ça, ça veut dire que mon but, c'est de reconstruire un plus 1. Donc ça veut dire que moi, je pars de un, qui se situe là. Et donc je vais reconstruire autour, je vais multiplier par n plus 1, et je vais retirer 1. Comme ça, dans mon membre de gauche ici, j'aurai reconstruit un plus 1, c'est ce que je veux ici. Et j'espère qu'à droite, dans le membre de droite, tout va bien se passer et que du coup, je vais retrouver ce que je souhaitais, c'est-à-dire ça. Je me lance dans les calculs. Je commence par multiplier par n plus 1 des deux côtés. Je me retrouve avec n plus 1 que multiplie tout le reste, donc factoriel n fois u1 moins e plus 2 plus in. Je fais bien attention. Tout le monde est multiplié par le fameux n plus 1. Donc si je développe, je n'oublie pas que dans ma parenthèse, en fait ici, ça a l'air très très compliqué, mais en réalité,
l'opération principale est une addition. Donc quand je vais distribuer le n plus 1, alors je ne vais pas faire de la double distributivité, je ne vais pas distribuer le n puis le 1, je vais le garder sous forme de n plus 1, parce que moi j'aimerais bien avoir ça, regardez. N plus 1 fois factoriel n. Donc le factoriel n, je ne veux pas le multiplier par n puis par 1, je vais le multiplier directement par n plus 1 regroupé. Donc ici par contre j'ai une addition, donc ça va me donner n plus 1 fois ce terme-là, plus n plus 1 fois ce terme-là. C'est parti. Donc n plus 1 un égale à, je distribue n plus 1 fois tout ce terme-là. Donc fois factoriel n fois u1 moins e plus 2. D'accord? Tout ça, c'est un bloc. Donc le n plus 1 n'apparaît que devant le bloc. Plus n plus 1 fois in. N plus 1 fois in. Le plus étant celui-là. Là, je me rends compte qu'il y a des choses qui me plaisent bien pour refabriquer cette chose-là. Donc là, j'ai n plus 1 fois factoriel n. Donc je me rends compte que, en fait, je peux remplacer par factoriel n plus 1. Donc je vais le faire. Je prends mon temps dans les calculs. Mon but est de ne pas me tromper et d'arriver au résultat. Donc j'évite de faire 15 choses en même temps. Je me retrouve avec n plus 1 factoriel qui correspond à cette partie-là, fois u1 moins e plus 2, plus n plus 1 in. Maintenant, je reprends ma reconstruction de un plus 1. Donc, à n plus 1 fois un, il me reste à retirer 1. Donc, je retire 1 dans les deux membres. Je me retrouve avec n plus 1 fois un moins 1 égale à, je recopie, n plus 1 factoriel fois u1 moins e plus 2 plus n plus 1 fois in, à qui je retire 1. Et là, je me rends compte que ici, je récupère du coup, alors ici, pas trop de surprise, parce qu'en fait, j'ai fait en sorte de l'avoir. J'ai tout reconstruit à gauche pour retrouver un plus 1. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ici, en reconstruisant un plus 1, ici, je me retrouve avec cette formule-là, c'est-à-dire in plus 1. J'ai donc un plus 1 qui vaut n plus 1 factoriel fois u1 moins e plus 2 plus in plus 1. J'ai donc redémontré cette formule-là. Je vais réécrire en noir pour qu'on ne pense pas que ce n'est pas dans le calcul. Voilà, je me retrouve avec cette formule-là. Du coup, je vais écrire la suite ici. Pour la fin de l'hérédité, je peux donc dire que Pn a entraîné, quand Pn était vrai, Pn plus 1 était aussi vrai. Je vais pouvoir du coup marquer ma conclusion. Donc la conclusion, c'est que ma propriété Pn est vraie pour n'importe quel n. Donc pour tout n, enfin pour n'importe quel n non nul, pour tout n appartenant à grand N étoiles, je peux désormais dire que un plus 1, non un, pardon, hop, que un vaut factoriel n fois u1 moins e plus 2 plus in. Voilà pour la conclusion de la récurrence. On arrive sur la fin de l'exercice, à la question 2, petit a. On me dit, on admet que la limite de factoriel n, donc de ce petit bout ici, la limite de factoriel n, on admet que c'est plus l'infini. Alors on peut comprendre assez aisément, hein, c'est assez intuitif.
plus le nombre grandit ici, plus ma suite va tendre vers plus l'infini. Alors, tout simplement, hein, factoriel n, c'est toujours supérieur ou égal à n, en fait. Hein. D'accord? Factoriel 3, par exemple, c'est plus grand que 3, puisqu'il vaut 3 fois 2 fois 1. Factoriel 20, c'est plus grand que 20, puisque ça vaut 3 fois 2, enfin 20 fois 19 fois 18, etc. Donc ça fait 20 fois d'autres choses ici. Donc en fait, on peut rapidement, avec un théorème de comparaison, on pourrait démontrer que puisque n tend vers plus l'infini, factoriel n aussi. Voilà. Bon, de toute façon, c'est admis. Donc la limite de factoriel n, c'est plus l'infini. On vous demande déterminer la limite de un lorsque u1 vaut 0,7. Donc, lorsque u1 vaut 0,7, que vaut un? Donc, si u1 est égal à 0,7, alors, eh bien, je me retrouve avec un terme général un qui vaut factoriel n fois 0,7 moins e plus 2 plus in. Alors, si je m'intéresse à la limite de cette suite, je vais faire par petits bouts. Donc, il faudrait que je sache à peu près ce que vaut ça, qui est une constante. Donc, c'est environ égal à, je prends ma calculatrice. Bon, pas besoin que je zoome sur l'écran. Donc, ça fait 0,7 moins e. Donc, je mets e puissance 1 pour ma calculatrice, pour qu'elle me mette e, plus 2. Ça me donne moins 0,02. Donc, c'est négatif. Donc, c'est une constante négative. Donc, comme factoriel n, on vient de me dire que la limite, c'était plus l'infini. Si je le multiplie par un nombre constant qui est négatif, le tout va donc tendre vers moins l'infini. In, je rappelle qu'on a déjà démontré avec le théorème des gendarmes que la limite c'était 0. Donc je vais avoir ici une limite qui tend vers moins l'infini, ici une limite qui tend vers 0. Donc ma suite u va tendre vers moins l'infini. Alors, je le rédige. Limite de factoriel n est égale à plus l'infini. Or, 0,7 moins e plus 2, c'est négatif. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de factoriel n, je parle de ce groupe-là maintenant, factoriel n fois 0,7 moins e plus 2, ça tend donc vers moins l'infini. De plus, la limite de in quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors là, je peux repréciser d'après la question, et je redonne la question dans laquelle on avait démontré ça. Donc, par somme, vous avez que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de factoriel n fois 0,7 moins e plus 2 plus in, qui vaut donc moins l'infini, la limite, une limite moins l'infini que j'ajoute à une limite 0, ça me donne du coup ici moins l'infini. Alors quand je dis j'ajoute, bien sûr, je n'ajoute pas les moins l'infini qui n'est pas un nombre, mais donc j'ai un nombre qui tend vers moins l'infini, un autre qui tend vers 0, donc la somme des deux nombres tend vers moins l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à moins l'infini. Donc j'ai une limite de moins l'infini si u1 c'était 0,7. Donc c'est ce qu'on avait conjecturé dans la partie A grâce à l'algorithme. Maintenant je vais refaire ça avec u1 qui vaut
l'autre valeur, donc ce sera le petit b, qui vaut 0,8. Donc si U1 vaut 0,8, j'ai donc pour tout n, alors pour tout n appartenant à grand N étoile, j'ai donc UN qui vaut factoriel n fois 0,8 moins E plus 2 plus IN. Alors je peux modifier l'écriture, je n'avais pas fait tout à l'heure, donc tout à l'heure j'avais oublié de mettre le quantificateur, et ici je peux tout à fait faire le calcul, j'avais fait à la calculatrice ça, mais je peux aussi dire 0,8 plus 2, et donc faire une étape de calcul, ça change rien, hein. 2,8 moins E plus IN. Alors ça change rien, sauf que du coup je peux peut-être voir plus facilement, puisque je sais que E c'est 2,72, je peux voir qu'ici par exemple ce résultat va être positif. Mais bon, je peux aussi le calculer avec ma calculatrice. Donc 2,8 moins E puissance 1, ça me donne 0,08 environ. Donc ça, c'est environ 0,08. Du coup, vous avez ce nombre. En fait, ce qui est important, c'est qu'il soit positif. Ce qui veut dire que la limite de factoriel n, quand n tend vers plus l'infini, elle est toujours de plus l'infini, ça n'a pas changé. Mais du coup, quand je vais le multiplier par ce nombre qui est positif, la limite du produit sera encore plus l'infini. Or, 2,8 moins E est positif. Donc, la limite de factoriel n fois 2,8 moins E, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de IN, ça n'a pas changé, donc 2 plus la limite de IN, c'est encore 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc la limite de la somme des deux, donc de factoriel n fois 2,8 moins E plus IN, c'est égal à plus l'infini, je vais m'en sortir, et donc ici, et donc la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Donc on retrouve le résultat qu'on avait conjecturé dans la partie A, qui est que si jamais U1 vaut 0,8, on a la limite de UN qui est plus l'infini, sauf que cette fois-ci, nous l'avons prouvé, ce n'est plus une conjecture, ça a été démontré.